Bonjour à tous. La présentation qu'on va vous dérouler concerne les hépatites au cours de la grossesse. Alors évidemment, on ne va pas traiter toutes les hépatopathies. Le travail n'est pas exhaustif. On va faire deux parties. La première concerne les hépatopathies spécifiques de la grossesse, et la deuxième, une discussion autour d'un cas clinique. Donc il s'agit de la seule présentation internationale franco-suisse du forum. Alors pour commencer, on va rappeler très brièvement les modifications physiologiques au cours de la grossesse. La première concerne donc les paramètres donc biologiques, avec en particulier, vous avez les plaquettes, les transaminases et le taux de prothrombine qui ne sont pas modifiés au cours de la grossesse. Ça marche pas ? Allô ? Parce que nous, on les voit, là. Oui, c'est le plus important, c'est quoi les voix ? C'est bon ? Donc, les modifications qui apparaissent au cours de la grossesse. Donc, vous avez les plaquettes, les transaminases et les taux de prothrombine qui ne bougent pas. En revanche, vous avez une diminution de certains paramètres, les leucocytes, les phosphatases alcalines qui sont augmentés, ainsi que... Non, c'est faux tout ça ? Comment ça se fait ? Ça ne s'est pas augmenté. Si. Les leucocytes sur la grossesse. Ah oui, pardon. Leucocytes augmentés, phosphatase augmentée, alpha-fétoprotéines augmentées, excusez-moi. Et puis, on est revenu en arrière parce que j'ai pas le décalage, j'ai décalé. Et ensuite, vous avez celles qui sont diminuées. Alors, c'est diminué l'hémoglobine, la bilirubine et de façon irrégulière, la gamma-GT. L'albumine est diluée, donc également diminuée. En ce qui concerne maintenant les signes cliniques, eh bien, l'imprégnation hormonale fait que les femmes enceintes peuvent avoir des angiomes stellaires, une érythrose palmaire, des télangiectasies, et au niveau échographique, on observe un sludge vésiculaire avec une augmentation du volume de la vésicule biliaire. Ça, c'était le préliminaire, et maintenant rentrons dans le vif du sujet avec les hépatopathies spécifiques. Alors, pour les hépatopathies au cours de la grossesse, en fait, vous avez le panorama. On a trois grandes catégories. Alors, les hépatopathies de novo, qui vont être d'une part spécifiquement liées à la grossesse, ce sont les hépatopathies gravidiques, avec l'hyperémesis gravidarum, la cholestase gravidique, le HELP et la stéatose hépatique aiguë. Et puis, des hépatites de novo qui vont être des hépatopathies intercurrentes qui vont venir alors que la patiente est en cours de grossesse. Donc on reverra ça tout à l'heure, mais il y a tout le chapitre en particulier des hépatites aiguës virales. Et alors dans ces deux situations, eh bien, toute la question va être d'abord de savoir diagnostiquer et puis ensuite de savoir correctement prendre en charge. Et puis le dernier volet, ce sont les hépatopathies qui préexistaient à la grossesse. Là, vous avez toutes les hépatopathies chroniques, virales, auto-immunes, avec ou sans cirrhose. Donc, quand elles sont connues, eh bien, la question, ça va être de correctement les prendre en charge pendant la grossesse. Et puis, quelquefois, ces hépatopathies préexistantes, elles n'étaient pas encore connues quand la grossesse démarre. Et c'est par exemple le dépistage d'un antigène HBS qui va faire découvrir cette hépatopathie préexistante. Et là, on va se retrouver à avoir aussi à gérer l'étape du diagnostic. Alors, on a listé quelques questions qui vont aider au diagnostic. Et tout d'abord, dispose-t-on d'arguments pour évoquer l'existence d'une hépatopathie avant la grossesse ? Il faut aussi regarder s'il y a des symptômes cliniques, biologiques, ou les deux. Est-ce que les anomalies ont une relation directe avec la grossesse ou est-ce qu'elles sont indépendantes ? Et enfin, à quel moment de la grossesse ces symptômes sont-ils apparus ? Et pour ce dernier point, donc c'est particulièrement important concernant les hépatopathies spécifiques de la grossesse, les hépatopathies gravidiques. En effet, l'hyperémesis gravidarum, c'est l'hépatopathie gravidique qui est la plus précoce, qui va se manifester dans le premier trimestre de la grossesse, alors que les autres hépatopathies gravidiques vont être plus tardives. Alors vous avez la cholestase gravidique, qui est une hépatopathie essentiellement du troisième trimestre, mais vous voyez que ça peut parfois démarrer un petit peu plus tôt.
Et puis, vous avez le HELP syndrome, qui est aussi une hépatopathie du 3e trimestre, mais qui peut aussi démarrer dans le 2e trimestre et qui peut aussi parfois se mettre en place dans le postpartum immédiat. Et puis enfin, la stéatose hépatique aiguë gravidique, également tardive dans le cours de la grossesse, pouvant également se démasquer au moment de l'accouchement ou dans le postpartum immédiat. Alors, on avait, comme c'est un atelier, on a vu que c'était marqué atelier. Donc Initialement. Voilà, donc on a 2-3 petits quiz comme ça, mais on votera à main levée. Alors, ces hépatopathies spécifiques de la grossesse, là, on va faire un focus sur ces hépatopathies gravidiques. Est-ce que c'est fréquent? Alors, la fréquence en France des hépatopathies spécifiques de la grossesse, est-ce que vous l'estimez à 0,5%? Alors, voilà, vous pouvez lever la main. 3%, voilà, on vote à main levée. Hein. Alors, 0,5%, ok. 3%, oui, et 8%. Donc, la majorité a répondu la bonne réponse, hein, donc 3%. Voilà, c'est la fréquence des hépatopathies gravidiques en France. Et ça, c'est globalement, et vous avez ici représenté la prévalence respective de chacune de ces hépatopathies gravidiques. Vous me direz s'il y a un problème, parce que comme on ne voit pas ce qui se passe sur l'écran. Donc, par exemple, l'hyperémésis gravidarum, c'est 0,3 à 1%. La cholestase gravidique, c'est la plus fréquente des hépatopathies gravidiques, et globalement, c'est une prévalence de 1%, mais vous voyez qu'il y a des variations de 0,1 à 5%. Si on peut diminuer, par contre, là, c'est un peu dur. Donc, la cholestase gravidique, c'est variable, et il y a des prévalences élevées. Là, vous voyez, 5%, et c'est en fonction de pays et d'ethnie, et les prévalences les plus fortes, c'est la Scandinavie et surtout l'Amérique latine, et c'est parce qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent. Le HELP syndrome, c'est 0,2 à 0,6%, et la stéatose hépatique aiguë gravidique, vous voyez que c'est rare, 0,01%, mais c'est la plus grave des hépatopathies gravidiques, on va en reparler. Alors, les circonstances de découverte des hépatopathies spécifiques de la grossesse. Alors, pour l'hyperémésis gravidarum, il faut l'évoquer devant des vomissements importants du premier trimestre de la grossesse. La cholestase gravidique, on va l'évoquer sur un prurite essentiellement au 3e trimestre. Et puis pour le HELP syndrome, la stéatose hépatique aiguë gravidique, il faut y penser sur la fin de la grossesse devant des douleurs abdominales, des vomissements, éventuellement un ictère, et associés le plus souvent à des signes de toxémie gravidique. Et puis en commun, sur le plan des anomalies des tests hépatiques, toutes ces hépatopathies gravidiques, elles sont, sur le plan de l'enzymologie hépatique, c'est essentiellement, pour toutes, une élévation des transaminases, en particulier de la LAT. Alors, on va un petit peu dérouler ces hépatopathies. Donc, l'hyperémésis gravidarum, on a choisi volontairement d'hypertrophier les 2 premières pour lesquelles vous allez être directement concernés, les 2 autres étant quand même déjà plus rares et puis moins pour votre pratique. Alors, l'hyperémésis gravidarum, donc la définition, c'est la survenue de vomissements incoercibles du premier trimestre. Alors, 80% des femmes enceintes vont avoir au cours du premier trimestre des nausées, des vomissements. Mais là, donc, ces vomissements incoercibles, c'est défini par un score qui s'appelle le score PUG, Pregnancy Unique Quantification of Emesis and Nausea. Lorsqu'il est supérieur ou égal à 7, je n'ai pas le temps de le détailler, mais on vous l'a mis à la fin du diaporama. C'est un score qui va évaluer la fréquence et la durée des nausées et des vomissements. Et donc, associé, dans la définition, à une perte de poids de plus de 5%. Alors, en effet, ces femmes avec ces vomissements très importants vont être gênées au quotidien, elles vont avoir une gêne pour s'alimenter, pour s'hydrater, donc perte de poids de plus de 5%, associée à une déshydratation, une cétonurie, et des manifestations hépatiques, avec donc essentiellement une augmentation de la LAT, mais qui peut être parfois très importante, jusqu'à plus de vingtaine. Donc, cette augmentation des transaminases est fréquente, ça concerne la moitié des cas, alors que l'ictère est possible, mais est rare, et la présence d'un ictère au cours d'un hyperémésis gravidarum, c'est un signe de gravité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la physiopathologie, mais bon, c'est pas bien connu, c'est sûrement multifactoriel, avec des facteurs génétiques, endocriniens, gastro-intestinaux,
probablement psychologiques, psychosociaux. Et récemment, on a mis le doigt sur cette protéine trophoblastique, GDF15, qui a un effet direct sur l'area post-réma cérébral, qui est le centre du vomissement. Les facteurs de risque, donc c'est quand même pas inintéressant de les connaître. Alors il y a la grossesse molaire, et donc quand on a une femme qui apparemment déclenche un hyperémesis gravidarum, les gynécologues regardent s'il n'y a pas une grossesse molaire. Grossesse multiple, hélicobactère a été incriminé, insuffisance surrénalienne, hyperthyroïdie, contexte dysmétabolique avec un IMC élevé, éventuellement un diabète, et un antécédent d'hyperémesis gravidarum lors d'une précédente grossesse. Alors, la prise en charge de l'hyperémesis gravidarum, ça, ce sont des recommandations récentes de l'ALSL. Donc, en résumé, bon, quand il y a des transaminases très augmentées, bien sûr, il faut, avant de poser le diagnostic, vérifier qu'il n'y a pas une pathologie hépatique sous-jacente, faire l'exploration de cela. Et puis le traitement va reposer sur un soutien psychologique qui est important de la femme, parce qu'il y a un pourcentage non négligeable d'idées suicidaires chez femmes, et aussi un pourcentage qui est de l'ordre de 10% de décision devant cet état très difficile à supporter d'interrompre la grossesse. Donc le soutien psychologique est important pour la patiente et aussi pour son entourage, et puis donc le traitement symptomatique. Alors, vous voyez qu'on va administrer des antiémétiques avec une gradation. Je ne vais pas détailler, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des antiémétiques peuvent être administrés chez la femme enceinte. Et puis, donc, le volet très important de la réhydratation intraveineuse, de la recharge en vitamine B1 pour éviter une encéphalopathie de Gaillet verniqueux avec d'éventuelles séquelles neurologiques. Pensez à la supplémentation aussi parentérale en vitamine K, anticoagulation préventive du fait de la déshydratation. Et surtout, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est à quel moment on doit décider d'hospitaliser ces patientes. En fait, on hospitalise si un de ces critères est présent. Donc la perte de poids, cette fois-ci supérieure ou égale à 10%, au moins un signe de déshydratation, le score PUG, cette fois-ci supérieur ou égal à 13, une hypokaliémie inférieure à 3, une hyponatrémie inférieure à 120, la créatininémie qui est supérieure à 100, des alates supérieures à 5 fois la normale et une résistance au traitement de première et éventuellement de deuxième ligne. Alors le pronostic, l'évolution déjà dans la large majorité des cas, ça va disparaître au deuxième trimestre. Le pronostic est bon tant pour la mère que pour l'enfant, mais la récidive est fréquente lors de grossesses ultérieures. La cholestase gravidique maintenant, alors c'est, comme je vous l'ai dit, la plus fréquente des hépatopathies gravidiques. Et il faut poser le diagnostic devant cette définition. Donc c'est l'apparition d'un prurite sans dermatose, en dehors de lésions de grattage, donc essentiellement au cours du troisième trimestre, associé à soit une augmentation de la late supérieure à 2 fois la limite supérieure de la normale, ou à une augmentation du taux d'acide biliaire sérique dosé à jeun supérieur à 10 micromoles par litre. Et le taux d'acide biliaire à jeun, c'est vraiment un test diagnostique sensible pour le diagnostic de cholestase gravidique. Et le dernier critère pour affirmer ce diagnostic, c'est la réversibilité des anomalies après l'accouchement. Tout doit rentrer dans l'ordre dans les 3 mois qui suivent l'accouchement. L'ictère est possible, mais il est rare, c'est dans 10% des cas environ, et ça témoigne alors d'une forme sévère de cholestase gravidique. Bon, pour la physiopathologie, c'est pareil, tout n'est pas compris complètement, mais c'est multifactoriel, avec une composante génétique certaine. Là, on a vu tout à l'heure ces variations en fonction des pays dans le monde, et ça passe essentiellement par des mutations au niveau des gènes qui codent pour les transporteurs biliaires canaliculaires, en particulier ABCB4 qui code pour le transporteur MDR3 pour le transport des phospholipides, et ABCB11 qui code pour la protéine BSEP qui est la protéine d'export des selles biliaires,
avec des facteurs hormonaux qui interviennent et qui vont sûrement... vous savez que les stéroïdes sexuels ont un effet inhibiteur très important sur l'expression de ces transporteurs biliaires. Et à propos de la génétique, je voulais vous faire aussi une petite parenthèse. Il y a des formes de cholestase gravidique avec augmentation d'ALAT et augmentation de la gamma-GT. Et là, il faut vraiment évoquer qu'il y a une mutation du gène ABCB4. Et puis on évoque aussi des facteurs environnementaux. En effet, on a remarqué que la cholestase gravidique, elle est plus fréquente en hiver. Et donc ça passe possiblement par des problèmes de carence en vitamine D. Pour les facteurs de risque de cholestase gravidique, il y a l'âge maternel supérieur à 35 ans, un antécédent familial ou personnel de cholestase gravidique, un antécédent de cholestase sous pilule œstroprogestative, l'hépatite C, la présence d'une cirrhose ou une patiente qui est transplantée hépatique, la procréation médicalement assistée et une grossesse multiple. Alors, un deuxième petit quiz. C'est pareil, on répond au fur et à mesure. Donc, alors, c'est fréquent, la cholestase gravidique, mais est-ce que c'est grave? Alors, la première réponse, c'est il n'y a aucun risque sur la grossesse. Bon. Le risque est maternel. Oui. Le risque est fœtal. Bon, il y a majorité pour le risque fœtal, mais alors c'est vrai que c'est le risque principalement pour le fœtus, mais il y a aussi il y a aussi des risques pour la mère. Alors les risques maternels, c'est l'hémorragie de la délivrance par carence en vitamine K du fait de la cholestase, et puis il y a aussi une augmentation du risque de prééclampsie chez ces femmes en cas de cholestase sévère. Le risque est alors multiplié par 3. Et puis, il y a une augmentation du risque de diabète gestationnel qui est également multiplié par 3. Alors, les risques fœtaux, c'est le plus important. Il y a une augmentation de la mortalité périnatale. Il y a une augmentation de la prématurité spontanée ou induite de l'ordre de 19 à 60%. Le liquide amniotique méconial, donc, qui est un signe de souffrance fœtale. Et enfin, le risque de mort fœtale in utero, qui, dans les dernières études, est un petit peu inférieur à 1%. Et donc, on avait parlé du dosage des acides biliaires sériques chez la mère à visée diagnostique, mais il y a aussi un intérêt très important de doser les acides biliaires maternels, cette fois-ci en post-prandial, car c'est un facteur à visée pronostique, c'est un facteur prédictif majeur de survenue des complications fœtales dès lors que ce taux, donc en postprandial, est supérieur à 40 micromoles par litre. Et on sait qu'il y a un surrisque de mort fœtale in utero à partir de 100 micromoles par litre. Alors, juste pour rappeler donc, que, bien sûr, on a un faisceau d'arguments pour une cholestase gravidique, mais il ne faut pas oublier quand même de procéder par élimination et en fonction du niveau d'élévation des transaminases, d'évoquer la possibilité d'une hépatopathie préexistante, à faire un diagnostic différentiel, donc vérifier qu'il n'y a pas une hépatite chronique virale, une hépatite auto-immune. Et quand les transaminases sont très augmentées, on ne va pas faire l'économie d'une échographie hépatique pour vérifier qu'il n'y a pas de pathologie lithiasique, pas de pathologie vasculaire du foie. Se poser la question d'une hépatite aiguë médicamenteuse, comme on l'a vu, et poser la question en particulier du paracétamol, et puis éliminer une hépatite aiguë virale. Pour terminer, le traitement de la cholestase gravidique, donc ça repose sur l'administration d'acides urso désoxycholiques. Donc la posologie initiale, c'est de 10 à 15 mg par kilo et par jour, en se basant sur le poids de la mère avant d'être enceinte, avec une augmentation progressive qui va être adaptée à l'évolution clinico-biologique, et on peut monter jusqu'à 25 mg kilo jour. Et on va poursuivre l'AUDC jusqu'à l'accouchement, même si l'évolution est favorable. Avec, par ailleurs, si l'AUDC ne suffit pas pour calmer le prurite, un traitement symptomatique si nécessaire, qui est principalement basé sur l'administration d'hydroxyzine, l'atarax, 25 à 50 mg par jour. Et si ça ne suffit pas, on peut envisager l'utilisation de la rifampicine. Et donc, surtout, ne pas oublier aussi de supplémenter en vitamine K par voie parentérale pour prévenir
l'hémorragie de la délivrance. Et tout cela repose, c'est très important aussi, sur une étroite coordination gynécologue-obstétricien et hépatologue. Alors, l'efficacité de la UDC dans la cholestase gravidique, donc ça améliore le prurite dans 60% des cas, les tests hépatiques également. Alors, concernant l'efficacité, le bénéfice de la UDC sur le pronostic fœtal, il y a eu des publications qui n'allaient pas toutes dans le même sens au cours de ces dernières années, mais en tout cas, l'étude la plus récente qui a été publiée en 2021, qui a fait les méta-analyses des 4 études randomisées précédemment publiées, a pu conclure qu'il y avait un bénéfice de l'AUDC sur la mortalité néonatale et sur la prématurité. Et vous voyez donc sur la courbe, sur le dessin, le diagramme de gauche, donc c'est la probabilité d'accouchement prématuré spontané, selon que les patientes ont été randomisées pour avoir de la UDC ou pas. Et vous voyez qu'il y a un bénéfice en faveur de la UDC avec une moindre survenue d'accouchement prématuré spontané par rapport aux patientes qui n'ont pas eu le contrôle. C'est significatif et c'est encore plus net ce bénéfice de la UDC sur la réduction de survenue des accouchements prématurés spontanés quand on s'intéresse au sous-groupe des patientes qui ont un taux d'acide biliaire en postprandial entre 40 et 100 micromoles par litre initialement. La prise en charge de la cholestase gravidique, ça va, on est dans les temps. Oui, c'est bon. La prise en charge de la cholestase gravidique, donc on se base sur les recommandations de l'EASL de 2023, et donc là, vous avez cet arbre décisionnel. On va se focaliser sur la partie de droite, les patientes qui ont un taux d'acide biliaire augmenté avec ou sans transaminase augmentée. Donc là, on met sous AUDC. Donc c'est une grossesse à risque, il faut envisager un déclenchement. Et la décision du moment du déclenchement va être fonction du niveau des acides biliaires. Si c'est inférieur à 40, on va suivre étroitement la mère et le fœtus et on déclenchera à 39 semaines d'aménorrhée. Si on est dans la situation la plus préoccupante d'acide biliaire supérieur à 100, on poursuit la UDC et on va proposer l'instauration de corticoïdes avant la 34e semaine pour obtenir la maturation pulmonaire du fœtus. Et le déclenchement se fera à 36 semaines d'aménorrhée. Et puis entre les deux, quand le taux d'acide biliaire est entre 40 et 100, là, il n'y a pas de consensus. On va poursuivre le traitement, la surveillance étroite, et le moment du déclenchement sera décidé au cas par cas. En général, donc, au cas par cas, ça va être entre la 37e et la 39e semaine d'aménorrhée. Et puis, savoir que la récidive de la cholestase gravidique, elle est fréquente lors d'une grossesse ultérieure, dans plus de 80% des cas, et c'est important d'en informer la patiente. Alors ensuite, on va aborder extrêmement brièvement 2 autres hépatopathies parce que finalement, dans notre pratique courante, on les voit peu, c'est la CHAG et les prééclampsies HELP syndrome. Alors en ce qui concerne la CHAG, en fait, c'est une affection extrêmement grave, c'est la seule hépatopathie spécifique de la grossesse qui peut entraîner une insuffisance hépatocellulaire. Elle est très rare, c'est 1 sur 10 000, 1 sur 15 000. Elle est liée à un déficit enzymatique génétique de la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras. Et donc, par conséquent, sur le plan histologique, de lésions microvésiculaires, de stéatose microvésiculaire. La mortalité est très élevée, 20% chez la femme et 10% chez le fœtus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la forme clinique est trompeuse. Ce sont des vomissements donc tardifs de la troisième trimestre de la grossesse, 75% des cas, des douleurs abdominales, 50%, et polyuropolydipsie. La biologie, la cytolyse est souvent modérée. Il existe une hyperuricémie par activation du métabolisme des purines et par augmentation de la xanthine oxydase. La prise en charge, eh bien, c'est le déclenchement en urgence, sinon la césarienne, donc le plus vite possible, compenser les facteurs des déficits de la coagulation, parce que l'évolution naturelle, au moment de l'ictère, c'est fatal, ça va être une insuffisance hépatocellulaire avec l'encéphalopathie hépatique, l'hypoglycémie et donc le décès par insuffisance hépatocellulaire. Pour le HELP syndrome, alors le HELP syndrome, donc qui associe hémolyse, cytolyse avec augmentation parfois très importante des transaminases ALAT et thrombopénie, en fait complique la prééclampsie qui
se traduit par une hypertension artérielle et une protéinurie, donc complique la prééclampsie dans 10 à 20% des cas. Alors, il y a des facteurs de risque. Parmi ceux-ci, on vous signale le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, le syndrome des antiphospholipides, et souvent, c'est chez une primipare de plus de 40 ans. Alors, c'est grevé d'une mortalité importante encore. Hein, on a fait des progrès, mais la mortalité maternelle, c'est entre 2 à 20%, et pour l'enfant, 0 à 15%. Alors, l'atteinte hépatique au cours du HELP, c'est une obstruction des sinusoïdes par dépôt de fibrine qui va entraîner une ischémie hépatique avec la constitution de foyers de nécrose hépatocytaire, de zones d'infarctus et d'hémorragie intrahépatique. À un stade de plus peut se constituer un hématome sous-capsulaire et la complication ultime, heureusement exceptionnelle, c'est la rupture hépatique. Donc il faut penser à ce diagnostic dans un contexte de prééclampsie, mais parfois on peut avoir des HELP qui sont isolés, sans prééclampsie, c'est à savoir, donc y penser quand on a des douleurs abdominales, en particulier épigastriques en barre, éventuellement des nausées, des vomissements, et une augmentation, donc vérifier les transaminases et faire une échographie du foie. Le traitement, c'est comme pour la stéatose hépatique aiguë gravidique, c'est l'évacuation utérine en urgence, et la récidive du HELP, elle est de l'ordre de 20%. Alors maintenant, nous allons aborder un autre domaine, c'est-à-dire celui des hépatopathies préexistantes, et nous avons choisi finalement comme cas celui d'une hépatite auto-immune survenant chez une femme enceinte. Donc ce sera présenté sous la forme d'un cas clinique. Il s'agit d'une jeune femme, Caroline, qui a 38 ans et qui est connue pour avoir une hépatite auto-immune depuis l'âge de 18 ans, traitée par prédnisone et azatioprine 75 mg. En fait, on apprendra que cette jeune femme a une observance thérapeutique assez moyenne, un peu fantaisiste, parce qu'elle est asymptomatique, parce qu'elle a une vie active, elle n'est pas tous les jours chez le médecin, elle vit en couple, travaille dans une jeune start-up et consomme, comme on le voit souvent, de façon festive de l'alcool en fin de semaine. Son IMC est tout à fait normal, elle n'a aucun antécédent pathologique, si ce n'est qu'elle a des cycles irréguliers. Et en fait, elle apprend sa première grossesse sur des vomissements spontanés. Elle consume son médecin qui constate qu'elle est à 10 semaines d'aménorrhée. Elle fait faire une échographie et envoie chez le gynécologue. Donc, cette patiente est enceinte. Et la patiente est adressée à l'hépatologue pour une cytolyse très modérée, vous voyez, entre 1,4 et 1,6 à LAT et azat, avec gamma-GT quasi normal et phosphatase alcaline normale. Alors, que faites-vous ? Proposition, vous complétez le bilan d'hépatopathie, que demandez-vous ? Vous envisagez une interruption de grossesse, vous réalisez une ponction de foie, vous modifiez le traitement en augmentant les corticoïdes et ou l'azatioprine, du fait d'une réponse biochimique insuffisante. Proposez-vous de vous donner un peu de temps en insistant sur l'observance du traitement. Alors, pour vous répondre, d'emblée, voilà, ça ira plus vite, on complète le bilan, ce qui semble logique. Hein, on va voir ce qu'on demande et on propose de donner un peu de temps en insistant sur l'observance, en expliquant un petit peu pourquoi l'intérêt du traitement plutôt que d'emblée augmenter les médicaments. On ne sait pas bien où on en est. Alors, en fait, cette femme a une hépatite auto-immune connue, donc on va lui demander ses anciens dossiers. Parfois, ils sont perdus, égarés, puisque depuis le temps, elle ne sait même plus ce que c'est exactement. Elle ne s'intéresse pas tellement à sa santé. On va à deux principes. Réaliser des marqueurs viraux, comme l'a dit tout à l'heure Solange dans les autres hépatopathies, et on va essayer de définir quel est son type d'hépatite auto-immune si on ne l'a pas. Est-ce qu'il s'agit d'une hépatite auto-immune de type 1, de type 2 ? Y a-t-il un syndrome de chevauchement ? Non, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas d'augmentation de phosphatase alcaline, mais on n'a pas tout, on n'a pas la bilirubine, et donc on va apprécier bien évidemment la sévérité de l'hépatopathie. Donc on va compléter le bilan, une NFP, une TP, électrophorèse des protéines, on est dans une hépatite auto-immune, bilirubine, créatinine en faisant une clairance de la créatinine, et bien sûr, évaluation de la fibrose par des tests non invasifs. Alors, le résultat du bilan est le suivant. Tout semble sensiblement normal sur le plan biologique, même s'il existe une hypergammaglobulinémie en rapport avec l'hépatite auto-immune, des plaquettes quand même un peu limites. On constate la positivité franche des anticorps antinucléaires au 640e et LKM
au 320e, alors que les antimuscléistes sont négatifs et tous les auto-anticorps sont négatifs, ainsi que tous les marqueurs viraux. Surprise, FIB4 à 3,4 et surtout FibroScan, donc confirmant le FIB4 à 14,4 kPa. Alors, on peut faire un FibroScan chez une femme enceinte, il n'y a pas de contre-indication. On sait simplement qu'il y a une petite surestimation de l'élasticité du foie, mais qui est très modérée. Mais on peut retenir ce chiffre à 1 point ou 2 points près. L'échographie montre une banale lithiase vésiculaire non compliquée et confirmation de cette fibrose sévère, puisqu'il existe une discrète dysmorphie hépatique en IRM. On rappellera que pendant la grossesse, on ne fait pas d'injection de gadolinium qui est contre-indiquée. Réalise-t-on une biopsie hépatique? Non, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de syndrome de chevauchement, qu'on a une hépatite auto-immune de type 2 à un stade déjà avancé, c'est-à-dire une cirrhose quasiment, enfin, ou cirrhose pas loin d'être constituée, non contrôlée, puisqu'il y a une cytolyse, chez une patiente qui a cette maladie qui évolue depuis 20 ans. Alors, un petit mot pour cirrhose et grossesse, on va dire, mais c'est un cas exceptionnel. Certes, la fertilité d'une femme qui présente une cirrhose est diminuée de 50% lorsqu'on a une cirrhose Child 1. Mais une cirrhose auto-immune est présente dans 1/3 des cas au moment du diagnostic de grossesse. Donc, d'autre part, il est important d'évaluer chez notre patient le degré d'hypertension portale, même si on a des chiffres biologiques qui sont rassurants. Endoscopie ou pas, si on suivait les critères de Baveno 6 ou 7, on dirait il ne faut pas faire d'endoscopie, puisque finalement on a des plaquettes sensiblement normales et on a un fibroscan qui montre un taux d'élasticité qui n'est pas très élevé. Mais on a affaire à une patiente qui est enceinte, et dans ces cas-là, l'EASL, les recommandations, recommandent donc de réaliser une gastroscopie au 2e trimestre de la grossesse, car il y a un risque de voir apparaître ou augmenter des petites varices œsophagiennes, et ceci aura un impact thérapeutique considérable, puisqu'on mettrait la patiente sous bêta-bloquant, propranolol et maintenant carvedilol, qui est accepté également dans ce contexte de femmes enceintes présentant une cirrhose. Alors, quelle prise en charge envisager? Évidemment, on va lui expliquer l'hygiène de vie en disant on va arrêter un petit peu les cocktails du week-end, on va revoir l'observance thérapeutique, et puis on va la rassurer, parce que bien sûr, elle est enceinte, elle prend des médicaments, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et là, elle aurait eu tendance à tout arrêter, donc si on a un doute, vous consultez bien sûr le CRAT, et on contrôle les transaminases 15 jours plus tard en revoyant la patiente avec les résultats du bilan pour lui expliquer ce qu'il en est et voir si en 15 jours les transaminases se normalisent. De toute façon, vous savez qu'il y a un risque de rechute de l'hépatite auto-immune au cours de la grossesse et ce risque est d'environ 15%. Alors, proposition thérapeutique, eh bien, comme on voit que ça ne se normalise pas après arrêt de la faible consommation d'alcool, qu'on a affaire probablement à une réactivation de l'hépatite auto-immune, eh bien, on va reprendre le traitement. Donc, soit on envisage une dose de choc, enfin de corticoïdes à 40 mg par jour, en diminuant très rapidement, soit on envisage la dose de 0,5 à 1 mg, selon les recommandations des uns ou les recommandations des autres, mais on ne modifiera pas dans un premier temps le taux d'azatioprine. On se posera ensuite la question du dosage sanguin de l'azatioprine. Bien sûr, le budesonide, comme vous le savez, est contre-indiqué parce qu'il y a une grossesse, une cirrhose, et d'autre part, et une grossesse, et on conseille de rajouter de l'acide folique à 1 mg par jour, puisque cette patiente a une cirrhose, et afin de diminuer des malformations du tube neural. Voilà. Alors, quel risque au cours de cette grossesse pour la patiente et que faire en cas de réponse insuffisante malgré une optimisation du traitement et une bonne observance? Alors en fait, il y a un risque, là encore, de diabète gestationnel dont le risque relatif est de 4,4, donc ce qui est important. En présence d'une hépatite auto-immune justifiant une surveillance régulière de la glycémie. Et cette complication, comme celle de l'hypertension artérielle et même un risque de prééclampsie, ne sont pas liées seulement au traitement, mais à la présence même de l'hépatite auto-immune qui est supérieure à celle des autres hépatopathies chroniques que pourrait avoir la patiente pendant sa grossesse. Et donc, bien sûr, on l'a vu, ne pas oublier le risque d'hypertension portale au fil de la grossesse, donc à suivre. Quel risque pour le bébé? Eh bien,
Il y a un surrisque de prématurité avec un risque relatif de 3,2 pour toutes les hépatopathies chroniques, mais elle est plus importante pour les hépatites auto-immunes et encore plus importante pour une hépatite auto-immune de type 2 comparée à une hépatite auto-immune de type 1. Et c'est l'hépatopathie qui est en cours, qu'elle soit cirrhotique ou non. Il n'y a pas plus de risque de prématurité en présence d'une cirrhose d'une hépatopathie chronique. Mais elle est présente dans tous les cas. Et bien sûr, le risque, c'est une naissance d'un bébé avec un poids inférieur à la norme, à moins de 2,5 kg, risque relatif de 2,5, surtout si la réponse biochimique est insuffisante. Donc ça impose tout faire pour normaliser le bilan biologique. En revanche, complications infectieuses, malformations fœtales ne sont pas plus flagrantes malgré les traitements immunosuppresseurs. L'histoire clinique continue. Le traitement prescrit comporte, on a un petit peu augmenté quand même l'azatioprine, on a vu que ça ne se normalisait pas, mais on est passé à 100 mg, ce qui représente du 2 mg kilo. Donc on est dans des doses correctes. Et on constate une corticodépendance à 20 mg. Dès qu'on descend en dessous, la patiente rechute. Malgré cette optimisation, avec le contrôle des transaminases à 15 jours à 1 mois, il existe toujours une cytolyse hépatique. Alors, que fait-on? Que proposez-vous? Là, on va se concentrer un peu. La première, c'est tolérer ce degré de cytolyse jusqu'au terme en ne modifiant pas le traitement. On reste à 25 mg, deuxième proposition, on reste à 25 mg de corticoïdes parce qu'on sait qu'à 25 mg, elle est bien. La troisième, on augmente la dose d'azatioprine. La quatrième, on remplace l'azatioprine par du mycophénolate mofétyl. La cinquième, on associe de l'allopurinol à l'azatioprine. La sixième, on remplace l'azatioprine par du tacrolimus. On laisse ça 2 minutes, 1 minute. Comme ça permet de... Hein? 5 minutes, sinon ce serait fini. Oh, c'est bon. Alors en fait, il y a une bonne réponse et demie, parce qu'on en discutera une, c'est de remplacer l'azatioprine par le tacrolimus. Tout simplement parce que, bien sûr, on a vu tout à l'heure que si on ne modifiait pas le traitement, on augmentait le risque de prématurité, puisque la patiente continuait d'avoir une maladie évolutive. On ne va pas mettre une patiente qui a un risque diabétogène à 25 mg de corticoïdes. Augmenter la dose d'azatioprine, on reviendra dessus. L'azatioprine remplacée par du mycophénolate contre-indiqué pour la grossesse. Allopurinol plus thiopurine, on n'a pas assez de résultats, et l'allopurinol, il y a un doute sur son toxicité chez le fœtus. Alors, augmenter la dose d'azatioprine de 100, allez, on se met à 150 mg, non, on va faire un dosage des métabolismes, des 6-TGN, et éventuellement, si on est dans des taux infracliniques, c'est-à-dire moins de 235 picomoles, à ce moment-là, on pourra discuter d'augmenter, mais c'est peu probable. Mais de toute façon, on n'augmentera pas l'azatioprine chez cette femme enceinte sans avoir fait des dosages. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la UDC? Est-ce qu'on pourrait mettre de la UDC qui est un peu vendue à toutes les sauces en hépatologie? Ben non, parce que ça ne marche pas chez la femme enceinte qui aura une hépatite auto-immune, aucune efficacité. Donc on va introduire du tacrolimus, du CEL7 à la dose de 2 mg 2 fois par jour, avec qui est une bonne solution, et réaliser un taux résiduel à 2 semaines plus tard qui nécessite 5 à 10 nanogrammes par millilitre. Ça peut être discuté en RCP ou discuté entre collègues. L'accouchement a eu lieu 3 semaines avant le terme, par voie basse. L'évolution des transaminases a montré que tout se normalisait. Aucune complication à déplorer. La petite Camille naît à 2,350 kg. On n'en reste pas là, parce qu'après l'accouchement, il y a un risque de réactivation élevé de cette maladie auto-immune. Elle peut aller jusqu'à 12 semaines et elle est proche de 50%. Donc il va falloir faire une surveillance mensuelle des transaminases après l'accouchement. Et l'allaitement est possible malgré le traitement par tacrolimus. Donc, pour terminer... Voilà, on a à peu près tenu le temps. Nos take-home message. Donc, en ce qui concerne les hépatopathies spécifiques, les atteintes hépatiques spécifiques de la grossesse se manifestent principalement par une cytolyse. L'hyperémesis gravidarum est la complication hépatique la plus précoce et se traduit par des vomissements et une perte de poids. La cholestase gravidique est responsable d'un prurite, le plus souvent au 3e trimestre, et d'une élévation des acides biliaires associés à la cytolyse. Elle peut se compliquer de mort fœtale in utero. L'efficacité de la UDC a été démontrée.
La CHAG est la seule hépatopathie spécifique de la grossesse pouvant entraîner une insuffisance hépatique. La provocation rapide de l'accouchement est essentielle en cas de survenue d'un syndrome HELP ou d'une CHAG. La mortalité fœtale reste élevée. Enfin, toute hépatopathie spécifique impose une vérification de la normalisation des tests hépatiques dans le post-partum. Enfin, un bilan exhaustif est nécessaire en cas de suspicion d'hépatopathie chronique, chez une femme enceinte. La grossesse peut modifier le profil évolutif des hépatopathies chroniques, connues justifiant un suivi strict. Une grossesse dans un contexte de cirrhose auto-immune est loin d'être exceptionnelle. L'accouchement prématuré est fréquent. Cette situation impose une prise en charge stricte pour diminuer les risques de complications maternelles en fin de grossesse, diabète, hypertension artérielle et hypertension portale, la poursuite des traitements validés qui sont dénués de risque pour le fœtus et le maintien d'une surveillance en postpartum en raison du risque élevé de réactivation de l'hépatopathie. Alors, pour terminer, je remercie Solange pour avoir permis de faire cette présentation tous les deux. On a pris plaisir à travailler ensemble et puis pour nous c'est notre dernière présentation au forum après 25 années. Le premier forum a eu lieu ici dans cet hôtel donc il y a pratiquement 25 ans. Voilà, donc merci à tous. Merci aussi pour avoir, parce que je me posais la question, donc c'est le 25e forum, c'est ça? Ouais, à peu près. Ah bon, parce que ce matin, je ne savais pas. Ouais, bon, est-ce que vous avez des questions sur cette présentation très très complète sur foie et grossesse finalement? Avec en plus un cas très intéressant d'hépatopathie, on va dire, difficile à gérer dans ce contexte. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Est-ce que vous avez une conduite à tenir particulière chez les patientes qui récidivent leur cholestase gravidique, qui sont très inquiètes d'une nouvelle grossesse, d'anticiper l'AUDC avant l'apparition de la cystolyse? Je crois que si elle récidive la cholestase gravidique, je crois qu'on démarre l'AUDC que quand on a les critères de cholestase gravidique quand même. Mais du coup, elle va être surveillée de près, cette patiente. Mais je ne pense pas qu'on le met en amont, en préventif. Il n'y a pas de recommandation pour ça. Et tu fais un dosage des acides biliaires totaux, ça m'est déjà arrivé de faire une patiente très inquiète tous les mois pour voir si ça monte ou pas. J'ai pas été confrontée à cette situation, mais moi je crois que je ferais ça, oui. Ouais, voilà. Moi je crois que je ferais ça, oui. Moi je peux... Avec le suivi des enzymes hépatiques. Pour revenir, juste une question avant, je me permets, c'est de savoir si vous faites des recherches génétiques. Est-ce que vous faites des recherches de mutations Non, mais est-ce que vous le faites ou pas? Non. Non, mais il y a des recommandations pour les faire dans certaines situations quand même. Dans les formes graves, quand il y a eu un ictère, il faut le faire. Les formes avec gamma-GT augmenté, j'en ai un petit peu parlé parce qu'on peut retrouver une mutation ABCB4. Si c'est une récidive, là, il faut le faire. Si c'est une forme qui démarre précocement dans la grossesse, avant le 3e trimestre, là, je pense que ça vaut le coup de voir s'il n'y a pas un facteur génétique. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? S'il n'y a pas d'anormalisation après l'accouchement, c'est pareil, je pense qu'il faut se poser la question de faire la recherche de mutation, puis s'il y a des antécédents aussi familiaux ou un antécédent personnel lors d'une précédente grossesse de cholestase gravidique, là je pense qu'il faut quand même aller jusqu'au test génétique. Je crois que je ne sais pas si c'est des recommandations officielles, mais je pense que l'ASL l'a listé, ça. Moi, je voulais parler de mon expérience personnelle. J'ai une femme, moi, qui a perdu un bébé sur une cholestase gravidique. Et clairement, on a mis la UDC dès le 1er trimestre. Elle avait, en plus, ça augmente avec le nombre de grossesses. Et elle avait déjà, malheureusement, perdu une autre grossesse pour une autre histoire. Donc un bébé, tous les bébés évidemment qui sont attendus sont désirés, c'est pas ce que je veux dire, mais là c'était vraiment un contexte particulier. Donc on a mis la UDC dès le début et en plus moi j'avais quand même une petite suspicion de LPAC parce qu'en fait moi j'ai l'impression quand même qu'on trouve de plus en plus de LPAC syndrome, en tout cas qu'on les identifie parce qu'il y a eu une cholestase gravidique. C'est une situation effectivement. Moi j'ai l'impression que maintenant on y pense quand même beaucoup plus et l'histoire s'est bien terminée parce qu'elle a eu un bébé qui va bien.
Donc en tout cas, voilà, moi j'avais fait comme ça parce que c'est difficile. Tu leur dis, bah oui, il y a plus de risques de cholestase gravidique parce que maintenant vous en avez fait une. Et en plus, comme vous augmentez le nombre de grossesses, et ben vous avez encore plus de risques. Alors c'est un peu compliqué quand même. C'est ça, c'était un peu dans ce sens-là, et surtout souvent le rapport bénéfice-risque, le risque du Cholurso, de l'AUDC, il est quand même assez faible. Donc on le met assez facilement, mais je me demandais s'il y avait des données là-dessus, ou si c'était pour nous rassurer, nous et la patiente, ou est-ce qu'on était vraiment efficace, quoi. D'autres questions? Écoutez, dans ce cas, on va faire cette partie de matinée avec 5 minutes d'avance. Rendez-vous à 11h05. 5 minutes d'avance au total. Et rendez-vous à 11h05 pour la fin du forum hépato et le forum professionnel. Voilà. À tout à l'heure. Oui, non, mais parce qu'on vous a challengé là. Tu as vu? Tu as vu?